Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de En direct du Sénat, votre programme qui revient tous les jeudis sur les temps forts de l'actualité de la Chambre haute du Parlement. Également à la une, cette semaine, les avocats de Gisèle Pelicot reçus ce matin par la délégation aux droits des femmes du Sénat, les sénateurs qui travaillent sur la lutte contre la soumission chimique. Pour en parler, j'accueille ici Dominique Vérien, bonjour. Bonjour. C'est vous, la présidente centriste de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Donc vous receviez ce matin les avocats de Gisèle Pelicot pour faire un bilan du procès des viols de Mazan qui s'est tenu l'hiver dernier. Vous avez parlé de moments de bascule et de tournants conceptuels avec ce procès. C'est ce niveau de bouleversement qui s'est joué cet hiver. Je crois, on a pris conscience de quelque chose. On connaissait... Alors, tout le monde ne connaissait pas la soumission chimique a priori, mais quiconque a eu des enfants qui allaient en boîte de nuit ou dans des soirées savait que c'était un risque que les filles, majoritairement des filles, couraient. GHB, etc. Et on pensait au GHB, on pensait à protéger ses verres, et on n'imaginait pas que ça se faisait dans la sphère familiale. Pour avoir travaillé sur les violences intrafamiliales, lorsque nous avons fait notre rapport avec Émilie Chandler, à aucun moment, personne ne nous a jamais parlé de la soumission chimique, alors que le procès qui allait venir des viols de Mazan était en cours d'instruction. Et donc ça existait, eh bien ça n'était dans le scope de personne. Aujourd'hui, ça a montré qu'il pouvait y avoir du danger à la maison. Alors, je le rappelle, tous les hommes ne sont pas des hommes violents et tous les hommes ne prostituent pas leurs femmes, et heureusement. Mais c'est un risque. Et là, on a vu que ça prenait une ampleur. 50 accusés, c'est énorme. Et on n'a pas forcément tous les accusés qui ont comparu. On retient ces propos d'un des avocats de Madame Pelicot. Gisèle Pelicot, en renonçant au huis clos, voulait faire de la salle d'audience une forme de laboratoire sociétal pour donner à voir le viol tel qu'il est. C'est ce courage aussi de Gisèle Pelicot qui a marqué, d'ailleurs, au-delà des frontières franco-françaises. Tout à fait, et je crois que c'est ce qui a permis de faire que la honte change de camp, puisque les femmes ont honte en général, et c'est ça qui est terrible dans un viol, ce sont elles qui ont honte, qui ont peur de le dire et qui se cachent, qui se sentent sales, alors que là, le fait de les montrer, ce sont les hommes qui, prenant conscience de ce qu'ils faisaient, parce que là, on le voyait, ils étaient filmés en train de violer, et c'était au vu et au su de tout le monde. Oui. Et là, je crois que la honte a vraiment changé de camp. Autre phrase forte, ce que met à jour ce procès, c'est que le profil du violeur n'existe pas, ou plutôt que le violeur a tous les profils. Là encore, sur le profil des hommes condamnés, c'est un choc aussi de voir que c'est un peu monsieur tout le monde, c'est terrible à dire, mais c'est cela. Nous venons de rendre, hier même, un rapport sur la récidive du viol. Prévenir la récidive du viol. On va en parler pour après. Éviter de faire de nouvelles victimes. Très clairement, on le voit. Le violeur, ça peut être tout le monde. Ça n'est pas toujours un fou. Il relève pas toujours de la psychiatrie. Le violeur, ça peut être tout le monde. Il a par contre quelques marques communes, c'est souvent le sexisme, c'est pouvoir utiliser la femme comme un objet, c'est être utilisateur de pornographie et avoir aucune empathie pour son prochain. À propos de sexisme, on a entendu aussi ce plaidoyer d'un des avocats. Ce n'est pas un sujet qui doit être laissé uniquement aux femmes. C'est un sujet qu'on ne peut régler que collectivement. Est-ce que vous regrettez l'absence de prise de conscience, par exemple, des sénateurs, de vos collègues? Il n'y avait aucun sénateur homme ce matin en séance. Alors, je ne sais pas si je regrette l'absence de prise de conscience. Je regrette l'absence tout court, déjà, effectivement, des sénateurs hommes. Alors, on sait que ce n'est pas toujours facile de se rendre disponible, mais on voit sur ces sujets-là que les femmes sont souvent plus disponibles. Or, le sexisme, c'est à deux qu'on luttera. Enfin, c'est hommes et femmes. L'idée, ce n'est pas de faire un monde de femmes pour lutter contre un monde d'hommes. C'est de faire un monde où hommes et femmes trouvent leur place et sont unis. Oui. Allez, on en vient à deux petites questions que je voulais vous poser rapidement, si vous le voulez bien. Le fléau de la soumission chimique qui a été évoqué ce matin, parce que vous aviez aussi avec vous Véronique Guillotin, la sénatrice, et Sandrine Josso, la députée, qui ont toutes les deux remis un rapport la semaine dernière. Quelle est la suite de leur travail? Est-ce qu'il va y avoir des propositions de loi examinées au Parlement? Alors, heureusement, tout ne passe pas par la loi. D'accord. Heureusement, puisqu'en ce moment, c'est pas si simple que ça que de faire passer des lois. Et beaucoup de choses peuvent être d'ordre réglementaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a même que dans leur rapport, on trouve des propositions qui sont dans tous les rapports, qui soient dans le rapport sur la récidive du viol, qui soient dans le rapport contre les violences intrafamiliales, qui soient dans le rapport contre les violences sexuelles sur mineurs.
la formation de tous, formation de tous les acteurs, que ce soit les professeurs des écoles, que ce soit ou les professeurs tout court, que ce soit les forces de sécurité intérieure, les magistrats, les avocats, tout le monde doit être formé, les services sociaux. C'est la priorité. C'est la priorité et ça fait effectivement partie de leur rapport. Très bien. Mais ça n'est pas suffisant. Il y aura peut-être quelques mesures législatives et dans ces cas-là, à nous de veiller à ce qu'elles puissent être prises. Très bien. Et une dernière question. Vous avez remis vos conclusions sur la prévention de la récidive dans les affaires de viol. Vous en parliez il y a un instant. La principale demande de votre rapport, c'est la demande de la création d'une véritable injonction de soins en détention. C'est un immense impensé en prison, vous le dites, la récidive des viols. Alors, on ne peut pas forcer un violeur à se faire soigner. C'est là tout le problème. Si on veut que la prison soit utile, il faut qu'il se passe quelque chose entre le moment où on y entre et le moment où on en sort. S'il ne se passe rien, si on est rentré violeur, on va sortir violeur. Or, l'idée, à partir du moment où la société prend en charge des personnes en les mettant en prison, alors évidemment, pendant qu'on les met de côté, ils sont moins dangereux, mais la prison, on sait qu'on n'y reste pas à vie. Donc, faisons de cet espace, de ce temps, quelque chose d'utile. Et effectivement, aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat. Or, on le voit sur les mineurs, puisque ça se fait avec la PJJ, entre autres à Migène, dans Lyon, ce que nous sommes allés voir. Les mineurs ne sont pas toujours volontaires au départ, mais quand ils ont compris que souvent, ce qu'ils ont fait, si on leur disait qu'ils étaient des auteurs, alors qu'ils ne comprenaient pas qu'ils l'étaient, c'est parce qu'ils reproduisaient quelque chose dont ils avaient été victimes. Le jour où ils prennent conscience qu'ils sont victimes, ils prennent conscience qu'ils sont auteurs, et c'est un vrai travail qui peut marcher sur les adultes aussi, bien sûr. Et merci pour tous ces détails, merci pour toutes ces réponses à ces questions. Merci Dominique Vérien. Merci.